Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Dans voici tout de suite les principaux titres. Participation record aujourd'hui lors de la marche de la paix d'Arta qui en est à sa 10e édition. Et concernant la présidentielle en France, celle de 2017 va se dérouler sans François Hollande. C'était donc les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, prend part depuis hier jeudi à Tunis, en Tunisie, aux travaux de la conférence sur le lancement du chapitre MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, du réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI. Outre le lancement officiel du chapitre MENA, qui regroupe une centaine de parlementaires de plus de 10 pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, dont la République de Djibouti, des sujets divers et variés ont été abordés, notamment l'importance des réformes économiques et de bonne gouvernance pour pallier au chômage et autres défis que la région MENA est confrontée. D'autres points à l'ordre du jour de cette conférence ont été également débattus, comme les voies et moyens d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et la création des opportunités d'emploi pour la jeunesse. Les discussions ont aussi été étendues au rôle des réseaux régionaux en matière de coopération entre les institutions étatiques, mais aussi au rôle du Parlement dans la gestion des conflits dans les États en situation de fragilité. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président Ahmed a d'abord rappelé à l'assistance les nombreux atouts de notre pays et les opportunités d'affaires et d'investissement offertes. Il a ensuite présenté les progrès et les avancées enregistrées par notre pays en matière économique et sociale sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et en marge de cette conférence, le président du Parlement a rencontré plusieurs autres personnalités de haut niveau, notamment le président de l'Assemblée des représentants du peuple de Tunisie, Mohamed Ennasser, ainsi que, afin de jeter les bases solides d'une relation de coopération interparlementaire entre les deux institutions parlementaires djiboutiennes et tunisiennes, surtout dans le domaine du renforcement des capacités des parlementaires et de leurs assistants. Le président Ahmed a également rencontré le président du réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI, Jérémy Lefroy, ainsi que de nombreux directeurs des institutions de Bretton Woods. Et concernant cette marche de la paix qui s'est déroulée aujourd'hui à Arta, qui en est à sa 10e édition, la randonnée pédestre d'Arta s'est tenue donc ce matin et a réuni sur place plusieurs milliers de personnes qui ont ainsi manifesté leur attachement à la paix en prenant part à cette marche appelée Marche de la paix et sous un climat doux. Les participants sont venus de toutes les régions de l'intérieur et des différents horizons et ceux de la capitale également pour participer à cette randonnée qui est devenue un rendez-vous annuel incontournable. Et c'est sous un temps brumeux et brouillard que dans cette magnifique région montagneuse d'Arta, où il fait frais traditionnellement, que les randonneurs se sont lancés dans la marche pour joncher la principale route d'Arta. Et cette marche hautement symbolique a réuni sur place plusieurs milliers de personnes issues de tous les horizons du territoire national, ainsi des membres du gouvernement, des parlementaires, des autorités militaires et religieuses, des éléments du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales, car le taux de participation a battu le record cette année. La nouveauté de cette année était la remise des médailles à 3 personnes octogénaires, c'est-à-dire qui ont plus de 80 ans, qui ont participé à cette 10e édition de la randonnée pédestre d'Arta. Et plusieurs officiels, dont des membres du gouvernement, ont participé donc à cette marche de la paix à Arta qui a réuni cette année plusieurs milliers de personnes venues des différents horizons. Et durant leurs interventions ou leurs interviews respectives, ils ont tous indiqué, rappelé l'importance de cet événement. On écoute le président du conseil régional. La 10e édition du randonnée pédestre de la région d'Arta. C'est un pédestre qui est annuel, qui est connu à Arta. Aujourd'hui, l'ensemble des régions et Djibouti-Ville et de la population sont tous présents. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'organiser cette randonnée et qui nous donne grand plaisir, surtout à la population djiboutienne et l'ensemble. Il y a beaucoup de membres du gouvernement aujourd'hui qui sont avec nous et ça nous fait un grand plaisir. C'est la marche de la paix
C'est une marche qui est à sa 10e édition et nous espérons continuer cette randonnée. Et il faudrait que tous les Djiboutiens comprennent la nécessité de cette marche. Dans l'actualité, dans le cadre de la caravane médicale placée sous le patronage du ministère de la Santé, une délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé, Dr Djama El Maoukié, s'est rendue donc hier à Dikil. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Mohamed Chekho, et le président du conseil régional entouré des députés et des élus locaux. Après un bref entretien avec les responsables administratifs, les élus locaux et les notables de la région, le ministre de la Santé, Dr Djama El Maoukié, qui est accompagné de deux ministres natifs de cette région du sud du pays, en l'occurrence le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelghadel Moussa, et son collègue au commerce, Hassan Ahmed, qui ont été accueillis chaleureusement par une foule en liesse, adulée en chant et danse folklorique. La population dikiloise venue de toute la région s'est retrouvée donc tôt hier dans le chef-lieu de la ville de l'Unité pour accueillir le ministre de la Santé et sa délégation dans une ambiance particulièrement festive. Et ensuite, le ministre de la Santé a procédé à la remise des lots de médicaments, de moustiquaires et des denrées pour les enfants malnutris, mais aussi une importante quantité de produits alimentaires, ainsi que 3 véhicules flambant neufs, dont une ambulance SMUR, une voiture d'équipe mobile et une voiture pour les opérations de pulvérisation spatiale. Quelques 10 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués aux femmes enceintes et aux femmes ayant des enfants de moins de 5 ans. Une cérémonie similaire, mais cette fois-ci de remise de matériel, de médicaments et de véhicules a été organisée la semaine passée à Lissabié, et il est prévu que ce genre de cérémonie soit également organisée dans le reste du pays. Cette initiative louable du ministre de la Santé témoigne une fois de plus de l'intérêt particulier que le président Guelleh et son gouvernement attachent à l'amélioration de la santé de la population djiboutienne dans son ensemble. Ce geste généreux et fort louable permettra au centre médico-hospitalier de Dikil de renforcer ses structures et de moderniser ses équipements et matériels de soins. Et durant leurs interventions respectives, les membres du gouvernement accompagnant le ministre de la Santé, dont notamment le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelghadel, et le ministre délégué au Commerce, Hassan Ahmed, ont tour à tour exprimé leur remerciement à la population de Dikil pour l'accueil qui leur a été réservé. La ville de Dikil, ville de l'unité par excellence, est réputée pour son attachement à l'unité, à la cohésion et à la paix sociale. C'est la raison pour laquelle ont indiqué les ministres de préserver jalousement cette unité nationale dans le respect, la sincérité et la solidarité. Le président de la République et son gouvernement se réjouissent, ont-ils poursuivi, énormément de votre esprit de cohésion. Nous sommes encore plus déterminés à doter votre CMH en médicaments et en équipements pour des soins de qualité, et c'est à travers le ministère de la Santé qu'une telle initiative peut être lancée. Et sachez enfin, en conclut les ministres, que notre collègue de la Santé, Dr Djama El Maoukié, n'a ménagé aucun effort pour améliorer la santé de ses concitoyens à travers des caravanes médicales qui sillonnent tout le pays et qui a permis déjà à quelques 1700 patients de bénéficier de soins de proximité et consultations médicales dans plusieurs domaines. Et ensuite, le ministre de la Santé, Dr Djama El Maoukié, a vivement remercié à son tour la population de Dikil pour l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé à lui et à ses deux collègues natifs de la région de Dikil. Le ministre a par ailleurs rappelé que les missions de son ministère sont la préservation et la promotion de la santé de la population en mettant en place une stratégie de soins de proximité et de renforcer les capacités des structures sanitaires de notre pays afin qu'elles puissent répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population. Et à présent, nous vous proposons de suivre l'interview du directeur régional de la santé qui s'est exprimé à cette occasion. Donc, ces caravanes médicales avec des médecins spécialistes s'inscrivent dans le cadre de renforcement des soins, renforcement des capacités des structures déjà disponibles dans le CMH. Et ces caravanes, c'est dans le cadre aussi de proximité des soins à la population rurale. Parce que la population rurale se faisait consulter par des infirmiers, par des médecins généralistes. Maintenant qu'il y a des spécialistes qui viennent, qui font des rotations de 2-3 jours dans chaque région, et ils sont des ophtalmologues, sont des cardiologues, sont des gynécologues, sont des pédiatres. Donc je pense que c'est pour mieux avancer la prise en charge sanitaire de la population, surtout rurale, qui se trouve dans la région. Et c'est une très bonne idée.
Et parallèlement à ces caravanes médicales, la semaine, il y a des distributions de moustiquaires, il y a des distributions de plein pilotes, il y a des remises de véhicules, comme le véhicule de l'équipe mobile qui va aller dans les localités là où il n'y a pas de structures sanitaires, qui va prendre en charge des populations qui sont dépourvues de ces structures sanitaires. Il y a aussi l'ambulance SMUR qui va sillonner la région de Dikil. Donc ils ont fait la semaine dernière, on a fait la semaine dernière la même chose pour la région d'Ali-Sébié, y compris les activités chirurgicales. Cette semaine, on le fait dans la région de Dikil, et dans les semaines prochaines, on fera pour Tachora et Obok aussi. Également dans l'actualité, une importante cérémonie de clôture de formation s'est tenue hier au centre d'instruction de la gendarmerie au PK 23. On prit part à cette cérémonie de nombreuses autorités civiles et militaires, dont le chef d'état-major de la gendarmerie nationale de Djibouti, le colonel Zakaria Hassan Aden, le préfet d'Arta Abdoulaye Al-Ukiye, le président du conseil régional Omar Jama Adoua. Il s'agissait d'une série de formations dispensées par des instructeurs des carabiniers italiens depuis le 17 septembre au profit de près de 300 gendarmes issus de différentes unités de gendarmerie. Ces instructeurs de l'institution sœur qu'est l'armée des carabiniers italiens ont partagé avec les gendarmes un excellent état d'esprit, leur connaissance dans 4 domaines précis, à savoir le maintien de l'ordre, dispensé en 2 rotations à 2 escadrons de la gendarmerie mobile durant 3 semaines pour chaque unité, les enquêtes relatives aux atteintes environnementales, dont 45 stagiaires issus des unités judiciaires ont pu bénéficier en 3 rotations durant 3 semaines pour chacune, et les techniques d'identification criminels, dont 45 gendarmes issus de la section de recherche et d'autres unités, et enfin les techniques d'intervention en situation de haute crise sécuritaire, dont une vingtaine de gendarmes du GIGN et 30 gendarmes du peloton d'intervention de la gendarmerie mobile ont pu bénéficier durant 3 semaines en 2 rotations. C'est la 4e fois qu'une session d'instruction de cette ampleur est menée par les experts du carabinier italien au profit du personnel de la gendarmerie djiboutienne. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'une vaste coopération entre les 2 forces, la mission et attributions similaires. Les hauts commandements de la gendarmerie djiboutienne a signé avec le commandement général de l'armée de carabiniers italiens un accord de partenariat qui constitue une base essentielle pour les échanges entre les 2 institutions. À l'issue des remises des certificats, la cérémonie a été clôturée par des démonstrations des acquis par un escadron de gendarmerie mobile, un peloton du GIGN et les éléments du peloton d'intervention. Le soutien précis qui lui a été apporté à sa mission. Je suis sûr qu'une fois de retour à vos détachements, les techniques d'exploitation, mais surtout toutes les valeurs que vous avez appris pendant ces cours, vous donneront des excellents résultats, a conclu le chef de la mission. Et lors de cette intervention, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a remercié les instructeurs carabiniers italiens qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont fait preuve de professionnalisme, d'une disponibilité permanente et d'une générosité dans le partage de leurs connaissances. On écoute le colonel. La cérémonie qui nous rassemble ce matin marque la clôture d'une série de formations dispensées à nos gendarmes durant le 2e semestre de l'année 2016 par les instructeurs carabiniers de la 6e mission italienne à Djibouti. Ces instructeurs de l'institution sœur qui est l'arme des carabinieri italiens ont partagé avec nos gendarmes, avec un excellent état d'esprit, leur connaissance dans 4 domaines de formation, à savoir le maintien de l'ordre, dispensé en 2 rotations à 2 escadrons de la gendarmerie mobile durant 3 semaines pour chaque unité. Les enquêtes relatives aux atteintes environnementales, dont 45 stagiaires issus des unités judiciaires ont pu bénéficier en 3 rotations durant 3 semaines. Les techniques d'identification criminelle, dont 45 gendarmes issus de la section de recherche et d'autres unités judiciaires ont pu bénéficier également en 3 rotations. Et enfin, les techniques d'intervention en situation de haute crise sécuritaire, dont une vingtaine de gendarmes du GIGN et 30 gendarmes du peloton d'intervention, la gendarmerie mobile, ont pu bénéficier durant 3 semaines, et ce, en 2 rotations. Au niveau beaucoup plus stratégique, le commandement des institutions que sont les carabinieri italiens et la gendarmerie djiboutienne ont pu signer à Rome, durant le mois de juin, un accord de coopération qui constitue un grand pas
dans le rapprochement opérationnel et d'entraide entre les deux forces. Désormais, les deux institutions sœurs sont plus que jamais liées, l'un et l'autre. Et le haut commandement de la gendarmerie djiboutienne s'engage à consolider cette précieuse relation. Mais également, je voulais ici remercier sincèrement mon ami le colonel Di Stefano Marco pour tout l'apport et le soutien qu'il nous a apporté durant cette formation. Soyez en remerciés, colonel. Enfin, je voudrais dire aux stagiaires, tout en les félicitant pour leur assiduité et leur sérieux, que désormais, il leur appartient de mettre en pratique toutes les connaissances acquises durant ces formations pour mieux servir notre cher pays à travers, bien sûr, notre institution. Et nous allons retrouver la suite du journal. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Toujours en nouvelle nationale, le laboratoire national d'analyse des aliments, le laboratoire LANA et le Djibouti Palace Kempinski ont conjointement organisé une cérémonie de remise de certificats destinés à récompenser les employés qui sont au nombre de 15 de Djibouti Palace Kempinski ayant suivi une formation de haut niveau dispensée par les experts du laboratoire LANA. Étaient présents à cette cérémonie des hauts représentants du gouvernement, en l'occurrence les conseillers techniques du ministre de l'Agriculture, ainsi que le directeur du commerce intérieur du ministère du Commerce. Cette formation portait en effet sur la bonne pratique d'hygiène en restauration collective, qui est le résultat d'un effort de 2 mois réalisé par les experts de l'ANA. Ainsi, durant cette période de 2 mois, les employés de Kempinski ont pu maîtriser les aspects théoriques et pratiques de la bonne pratique de la restauration afin de permettre à l'hôtel d'être à la norme en matière d'hygiène alimentaire. Lors de cette cérémonie, le directeur général de Djibouti Palace Kempinski a remercié les différentes personnes qui ont participé à cette cérémonie. Il a également rappelé que cette dernière était la première en son genre en République de Djibouti. D'une formation de bonne pratique d'hygiène sur les restaurations collectives. Et puis j'espère que les autres hôtels du pays feront pareil. Depuis le 1er décembre, l'ambassade de France à Djibouti a pris de nouvelles mesures et dispositions pour les demandes de visa pour la France et tous les pays européens Schengen qu'ils représentent à Djibouti, et pour accélérer les dépôts de demandes de visa auprès du consulat de France à Djibouti, qui a délivré chaque année plus de 1000 visas. Il est possible de s'inscrire en ligne sur le site de l'ambassade et obtenir son rendez-vous pour déposer sa demande de visa. Cette nouvelle disposition a été mise en place par l'ambassadeur de France pour accélérer les dépôts de dossiers, réduire les délais d'attente pour les demandeurs de visa djiboutiens et autres, ou éviter également les attroupements devant le consulat. L'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, a reçu hier matin les premières personnes qui avaient pris leur rendez-vous sur le site de l'ambassade pour déposer les dossiers de visa. Et l'heure, on s'inscrit sur le site. On imprime la confirmation et on vient le jour J à l'heure avec sa confirmation et on est reçu directement pour présenter sa demande. Effectivement, le consulat de France délivre plusieurs milliers de visas par an, on a des pics d'affluence du public et on a écouté les récriminations qui étaient faites. Les usagers qui venaient ici le matin, qui faisaient la queue, qui n'étaient pas sûrs d'être reçus, donc un très gros stress. Beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie, et donc on a pris en compte toutes ces demandes, et c'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, on a mis en œuvre ce nouveau système de réservation, sans file d'attente, sans stress, qui est à l'image de ce qu'est la France, un pays moderne et accueillant. Et dans le cadre de sa tournée de prise de contact et d'évaluation des besoins communautaires, le président de la société civile de Balbala, Issa Baragoïta, a visité le quartier de l'Ayablé de Balbala mercredi dernier. Accompagné de son équipe, le président de la société civile de la commune de Balbala a été chaleureusement accueilli sur les lieux par la population et les différents réseaux d'associations de Barouarou présidés par Mariam Guedia.
Le président de la société civile de Balbala a d'abord remercié la population du quartier de Layablé pour son accueil chaleureux. Il a également affirmé que l'objet de sa visite consistait en premier lieu à expliquer les missions de la société civile envers la population. L'échange entre le président de la société civile de Balbala a touché tous les domaines importants de la société. Les habitants de ce quartier Layablé n'ont pas manqué de leur côté d'exposer leur doléance au président de la société civile qui a promis de le transmettre aux autorités concernées. L'antenne UNFD pour la région d'Obok a organisé une audience foraine destinée à lutter contre les violences faites aux femmes. La formation s'est déroulée au siège de la cellule d'écoute d'Obok. La formation s'est déroulée également en présence d'assistants de l'UNFD à Obok, d'Abel et Abarda, avec la participation des partenaires tels que l'ONARS, le HCR et les responsables religieux dans le Ma'adoum par intérim d'Idriss Moussa. Cette formation d'audience foraine qui a commencé le 30 septembre se poursuivra jusqu'au 10 décembre prochain. Une quarantaine d'hommes et de femmes ainsi que des réfugiés yéménites en vont bénéficier de cette audience foraine qui se clôturera le 10 décembre en présence du responsable d'Obok. Avec les Obokois et les Obokoises et avec les dons de la première dame, leadership de l'INFD, la première dame de l'INFD, Mme Khadra Mohamed Had, qui a dit oui et bras ouverts aux réfugiés yéménites, qu'elle a donné du don, des trucs, des habits et des vêtements pour les hommes et les femmes et les enfants, des kits scolaires aussi. Et on a bien passé les audiences foraines avec les réfugiés aujourd'hui dans la salle de cellule d'écoute au siège d'Obok. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Hassan Idli Hassan, survenu hier soir à 20h à son domicile. Hassan Idli Hassan est né le 29 août 1957 à Djibouti et était le père de notre collègue Hamdi Hassan Idli, opérateur à la régie TNT. Le défunt était comptable du Trésor national de Tadjoura. Il laisse derrière lui 9 enfants ainsi que 17 petits-enfants. En apprenant sa disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et plus particulièrement à notre collègue Hamdi Hassan, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. La presse française consacre logiquement sa une au coup de tonnerre politique de jeudi, la fin annoncée du mandat de François Hollande, comme le titre Le Figaro. Libération se met à la place du président sortant. Ce sera 100 mois, souligne avec malice le quotidien. Il est un peu plus de 20 jeudi soir lorsque François Hollande rend publique sa décision. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne ressemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Passé l'effet de surprise, tous les regards se tournent désormais vers le Premier ministre français, Manuel Valls, qui n'a pas fait mystère de son envie de reprendre le flambeau. Mais rien ne jouait, l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel, occupe déjà le terrain. Manuel Valls devra surtout affronter les candidats de la primaire socialiste, dont son ancien ministre Arnaud Montebourg donné favori. Tout en défendant son bilan, François Hollande s'en est surtout pris aux deux candidats de la droite et de l'extrême droite en tête des sondages. Le projet de François Fillon met en cause notre modèle social, estime Hollande. Quant à Marine Le Pen, son programme conduirait la France au désastre, dit-il. Il ne reste plus qu'aux socialistes à trouver le bon candidat et le bon logiciel pour convaincre les Français. La primaire de la gauche a débuté le 1er décembre. C'est le jour qu'a précisément choisi François Hollande pour se retirer de la compétition. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous retrouvons le Focus dans quelques instants. Bonjour, donc merci de nous rejoindre pour ce Focus avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmad. Donc nous allons partir aux États-Unis. Après la victoire de Donald Trump, Wole Soyinka rentre au Nigeria. En fait, il avait promis et il a fait. Ce jeudi, le dramaturge nigérien Wole Soyinka a annoncé qu'il jetait sa carte verte qui lui servait de permis de résidence, permis permanente aux États-Unis. Je l'ai déjà fait et j'ai fait ce que j'ai dit.
dit que je le ferai, a déclaré l'écrivain Johannesburg Ahmed. En marge d'une conférence sur l'éducation, un acte en réaction à la victoire de Donald Trump sur lequel l'écrivain avait peu misé lors du scrutin américain. Il avait toutefois promis que si l'homme d'affaires gagnait, ce qui est improbable, il se débarrasserait de sa carte verte et rentrerait au Nigeria. Aujourd'hui, c'est chose faite. Quand j'ai fini mes cours, j'ai jeté la carte et je me suis réinstallé de façon permanente au Nigeria, a-t-il poursuivi. Le premier Africain à recevoir le prix Nobel de la littérature en 1986 craignait pour la politique d'immigration de Donald Trump. On prêtait en effet à ce dernier de nombreuses déclarations hostiles aux migrants. Ça me fait horreur de penser à ce qu'il a laissé passer avec Trump à la Maison-Blanche, a-t-il martelé. Pour autant, Wole Soyinka n'étant pas découragé, les candidats à l'immigration des Nigériens ou quiconque a postulé pour une carte verte qui accorde le statut résident permanent aux États-Unis. Également dans ce focus, ce nettoyage ethnique, bien sûr, au Sud-Soudan. En fait, Salva Kiir, le chef de l'État sud-soudanais, s'inscrit en porte-à-faux avec des déclarations des Nations Unies sur lesquelles un génocide est imminent au Sud-Soudan. Depuis Johannesburg, où se trouve actuellement, Salva Kiir a démenti toute violence ethnique dans son pays, comme le soulignent des observateurs des Nations Unies. Il n'y a rien de tel au Sud-Soudan. Il n'y a pas de nettoyage ethnique, d'après ce qu'il a dit, mais plus tôt dans la journée, Yasmine Soka, le chef de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, a affirmé le contraire à l'issue d'une mission de 10 jours au Soudan du Sud. Allons croire un nettoyage ethnique est en cours dans certaines régions du pays. Il y a un processus régulier de nettoyage ethnique en cours dans plusieurs régions du Sud-Soudan, via la famine, le viol collectif, l'incendie des villages. Partout où nous sommes allés à travers ce pays, nous avons entendu des villageois dire qu'ils sont prêts à verser du sang pour récupérer leurs terres, a expliqué Yasmine Soka dans une déclaration mi-novembre. C'est Adama Dieng, le conseiller spécial de l'ONU sur la prévention du génocide, qui tirait la sonnette d'alarme. Il a affirmé qu'il existe un risque élevé d'escalade de violence ethnique avec un risque potentiel de génocide. Depuis son indépendance, le Sud-Soudan n'a eu que très peu de répit. En 2013, le président Salva Kiir et son vice-président d'alors, Riek Machar, entraînent dans leur querelle la population civile, déclenchant une guerre civile sanglante ayant causé des milliers de morts et des millions de déplacés. Un accord de paix signé en août 2015 parvient à calmer les deux parties. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.